Retrouvez Smart at Work en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission bimensuelle autour du concept du bien travailler. Cette semaine, je vous propose de nous intéresser à la RSE. Comment mettre en place une politique RSE dans son entreprise? Est-ce que c'est accessible à tous les types d'entreprises, les PME, les ETI comme aux grands groupes? Est-ce qu'on peut en mesurer ensuite l'impact? Et puis, comment est-ce que quand on met en place une politique RSE, on arrive à ne pas perdre de vue l'objectif de rentabilité? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui avec mes invités dans Smart at Work. Et pour commencer cette émission, je suis avec Sophie Chambon. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondatrice de Terra Matters, qui est un cabinet de conseil en RSE et développement durable. Vous êtes également déléguée générale de Chapter Zero France, qui est une association qui vise justement à sensibiliser les administrateurs aux enjeux climatiques. Alors, Sophie, vous avez fondé votre propre cabinet de conseil en RSE il y a quelques mois seulement, après avoir été directrice RSE, notamment à la SNCF et chez Atos. Vous considérez donc aujourd'hui qu'il y a besoin d'accompagner les entreprises sur ce sujet? Moi, je croyais que finalement, la RSE, tout le monde en parle et tout le monde sait déjà emparer de ce sujet. Oui, vous avez raison, tout le monde en parle et tout le monde a envie de se lancer dans cette aventure. Mais ce n'est pas une aventure simple. Il faut quand même respecter un certain nombre d'étapes, de règles importantes pour s'assurer que ça ne sera pas qualifié d'un projet à côté des autres, mais que ce sera bien une stratégie complètement embarquée dans l'entreprise. Et donc, j'ai décidé de créer Terra Matters Consulting parce que je me suis rendu compte que beaucoup d'entreprises ne savaient pas comment y aller. J'ai pu constater dans mon expérience professionnelle que beaucoup d'entreprises décidaient de s'y lancer, mais sans bâtir une stratégie préalable qui allait constituer une sorte de cap de leur action. Et donc là, mon rôle, c'est de les aiguiller dans la création de cette stratégie, dans des méthodes assez simples finalement, parce qu'il n'existe pas une méthode pour chaque entreprise, mais à mon avis, une façon de dérouler une méthode, de mettre en place une stratégie qui existe pour toutes les entreprises. Ensuite, chaque entreprise peut l'adapter en fonction de ses moyens, de ses ressources, de son ambition, mais la méthode est à peu près la même. J'ai l'impression que ce que vous me dites, c'est que finalement, ce n'est pas encore inscrit dans les gènes de toutes les entreprises, contrairement peut-être à des entreprises qui sont peut-être plus récentes. Aujourd'hui, les startups, peut-être, y réfléchissent dès leur création. Aujourd'hui, il y a quand même un chantier de transformation pour toute une partie du paysage économique français, par exemple. Oui, vous avez raison. C'est un vrai tournant que doivent prendre les entreprises. Et lorsqu'elles se lancent dans cette aventure, elles n'ont pas forcément toujours conscience de ce que ça veut dire. Ouais. Mettre en place une stratégie RSE, c'est accepter que ça va être un critère de décision comme les autres. C'est donner à la RSE la même place que la direction de la stratégie, la direction financière, la direction des opérations. Donc, c'est faire en sorte que la RSE soit un critère de décision, de choix, d'orientation de l'entreprise. Et souvent, les entreprises s'impliquent sur ce sujet, mais en mettant en place un certain nombre d'actions qui ne vont pas forcément être impactantes ni pour elles, ni pour leurs parties prenantes. Donc la première chose que je recommande aux entreprises, c'est d'abord de consulter leurs parties prenantes. Quelles sont les attentes des actionnaires, des investisseurs, de leurs clients, des consommateurs, de leurs partenaires, des employés. Et une fois qu'on a compris les enjeux, les attentes de ces parties prenantes et qu'on les croise avec nos enjeux business, parce qu'il faut que la RSE soit complètement connectée aux enjeux business de l'entreprise, et bien là, on arrive à trouver ce qui réunit les parties prenantes et l'entreprise pour bâtir une feuille de route. Et cette étape est rarement faite par les entreprises. Les entreprises pensent qu'elles savent globalement ce que c'est qu'une démarche RSE, où est-ce qu'elles doivent aller, et parfois, malheureusement, en tout cas c'est ma perception, elles peuvent s'égarer et ne pas aller à l'essentiel et sur les sujets sur lesquels elles seront impactantes. Alors vous m'avez dit qu'il faut les mettre au même niveau que d'autres directions dans l'entreprise, direction de la stratégie par exemple. Ça veut dire que vous considérez qu'il faut impérativement avoir une direction dédiée à la RSE dans l'entreprise? Alors, ou finalement, en fonction des tailles d'entreprise, ce n'est pas nécessaire? Il faut en tout cas que la fonction RSE, qu'elle soit portée par une personne dédiée ou par une personne, par exemple, chargée de la stratégie, il faut que cette fonction de la personne soit complètement incarnée et qu'elle soit au COMEX, présentée au COMEX, et qu'elle soit aussi représentée au conseil d'administration. Donc, ça veut dire que, en tout cas, le poids, l'importance qu'on lui donne
est identique aux autres sujets traditionnellement dans l'entreprise depuis longtemps. Alors, certaines grandes entreprises, évidemment, à mon avis, doivent s'assurer qu'une personne soit complètement dédiée à ce sujet-là, mais souvent, on observe que dans les grandes entreprises, et rares sont les entreprises cotées en bourse d'ailleurs, qui ont une directrice ou un directeur RSE au COMEX, et je pense que ça serait bien que ça arrive. Pour des entreprises de plus petite taille, il me semble que ça peut être quand même intéressant de consacrer les ressources nécessaires pour avoir un directeur ou une directrice RSE, parce qu'on s'aperçoit que ça va être déterminant pour leur avenir aujourd'hui. Et je regardais récemment une étude de Grant Thornton qui est sortie, justement sur les ETI et la RSE, et on se rend bien compte que la majorité des dirigeants ont conscience de la vague de fonds qui arrive, que les règles du jeu sont en train de changer, qu'ils vont devoir les intégrer et qu'ils vont devoir évidemment accorder une place à la RSE un peu inédite dans leur histoire. Ils ne savent pas toujours comment faire, donc je suis là aussi pour les accompagner. Merci Sophie Chambon, vous restez avec nous, on va prolonger cette discussion dans un instant avec 2 entreprises invitées. Et on poursuit cette émission toujours en compagnie de Sophie Chambon, fondatrice de Terra Matters et déléguée générale de Chapter Zero France. À mes côtés également Julie Dangtran, directrice générale de Manutan France et partenaire de cette émission. Bonjour Julie. Bonjour. Et Jean-Philippe Slovès, directeur communication corporate et RSE à la Redoute. Bonjour. Bonjour. On parlait avec Sophie juste avant de la façon dont les sujets de gouvernance remontaient au sein des entreprises. Est-ce que ça va jusqu'à des COMEX par exemple? Moi je voulais savoir, donc vous par exemple à la Redoute, vous avez une direction dédiée à la RSE, c'est comme ça que vous avez choisi de fonctionner? Nous avons donc une direction de la communication corporate et de la RSE qui effectivement fait partie du comité exécutif depuis 2014, date à laquelle donc Nathalie Bala et Eric Courteil ont repris la Redoute pour la transformer et la remettre sur les rails aujourd'hui d'une croissance rentable et responsable. Et chez Manutan, alors vous avez une taille d'entreprise peut-être un peu plus petite, quoique je ne suis même pas sûre, si un peu quand même. Comment est-ce que ça fonctionne? Est-ce que vous allez jusqu'à mettre une direction RSE au COMEX? Chez Manutan, en fait, on n'a pas encore de direction RSE au COMEX. On a, je pense, depuis très longtemps fait de la RSE un peu sans le savoir, parce que ça faisait vraiment partie de notre ADN depuis le début. Notre mission d'entreprise, c'est entreprendre pour un monde meilleur. Et donc, assez naturellement, en fait, on a mené des actions, alors peut-être plus sur le côté S, sociétal, de la RSE que les autres. Mais c'est vrai qu'on a déjà mis beaucoup de choses en place. Et par exemple, un site qui favorise le bien-être des salariés, etc. Néanmoins, depuis 2-3 ans, on s'est rendu compte que ça nécessitait une approche beaucoup plus structurée. Si on veut aller plus loin de cette approche un peu plus intuitive, on va dire. Et donc, on a mis en place en fait une équipe qui a travaillé en mode projet il y a 2 ans pour structurer, parce qu'en fait, si on veut avoir une vraie stratégie qui est imbriquée dans la stratégie de l'entreprise, il faut être plus volontariste. Et donc, cette équipe a travaillé sur les priorités, en fait, parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, c'est juste pas possible. Et on envisage maintenant, après avoir nommé une personne en charge de l'offre responsable, d'avoir une direction RSE pour le groupe. Justement, Julie, vous parlez de tout ce qui est social et sociétal que vous avez pris en priorité. Il y a évidemment aussi les enjeux environnementaux. En fait, les enjeux de la RSE, Sophie Chambon, sont très larges. Comment est-ce qu'on fait pour se lancer dans une stratégie, une politique RSE? Est-ce qu'il faut adresser tous les chantiers en même temps ou se dire, non, finalement, peut-être que moi, aujourd'hui, ma priorité, ça va être l'environnement et puis après, j'attaquerai le social. Et puis, comment est-ce qu'on fonctionne? Eh bien, ma recommandation, ça serait d'abord d'aller en discuter avec les parties prenantes. C'est-à-dire, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, en première partie de notre échange, comprendre quelles sont les attentes des clients, des fournisseurs, des ONG, des élus locaux, de nos clients, des salariés, pour identifier leurs enjeux à eux et les croiser avec les enjeux de l'entreprise. Et une fois que vous avez établi cette cartographie qu'on appelle, dans le jargon, la matrice de matérialité, vous arrivez à identifier ce qui est en haut à droite, le carré, qui est le plus propice au développement de l'entreprise, à sa prospérité, mais aussi qui garantit le permis d'opérer et qui va vous permettre de vous concentrer sur un certain nombre de sujets. Ce qui ne veut pas dire que vous n'allez pas aborder des sujets plus connexes, mais néanmoins, vous avez quand même la destination qui va pouvoir
structurer votre démarche. Et à partir de là, alors vous pouvez identifier aussi, bien entendu, il y a une cartographie des risques et des opportunités à mener, mais tout ça va vous permettre de structurer votre stratégie et d'identifier les projets qui vont être les plus impactants. Et vous disiez tout à l'heure que c'est vrai, et c'est le cas dans beaucoup d'entreprises, on fait de la RSE parce que c'est un univers qu'on comprend, qui finalement nous appelle quelque chose dans nos convictions, mais qui parfois peut nous détourner de la route qui serait la meilleure à prendre pour être le plus impactant. Et donc c'est ça, en fait, l'enjeu de cette démarche assez structurée, c'est de trouver ce qui va être le plus impactant pour nos parties prenantes, pour l'entreprise, et garantir sa longévité. Et peut-être un dernier point, ça veut dire aussi qu'il faut changer la façon dont on mesure la prospérité de l'entreprise. On a des métriques qui sont extrêmement traditionnellement réparties. On connaît, on regarde le chiffre d'affaires, la marge, les EBITDA, etc. Et puis, est-ce qu'on regarde avec le même intérêt les indicateurs, quelques indicateurs clés RSE? Eh bien, c'est ça. Ça veut dire que l'entreprise doit aussi se transformer dans la façon dont elle mesure sa performance et son progrès. Jean-Philippe Slovès, comment est-ce que vous avez bâti à la Redoute cette stratégie RSE? Vous avez utilisé comme ça une méthode avec des interrogations autour de vous, de vos clients, de vos salariés également? Alors, tout d'abord, à la Redoute, un peu comme Maïsan, la Redoute a fait de la RSE bien avant que le mot RSE existe et sans doute sur le S sociétal, puisque la Redoute accompagne les familles depuis 180 ans, accompagne les évolutions sociétales depuis 180 ans, et donc connaît bien notamment les femmes. La Redoute a participé à l'émancipation de la femme dans son histoire. Donc nous avons toujours eu une approche axée sur 4 piliers qui ont été effectivement fixés avec l'ensemble des parties prenantes, comme vous l'avez souligné. Le premier, c'est l'environnement, donc tout ce qui touche aux matières premières, tout ce qui touche au transport, tout ce qui touche au plastique, tous ces sujets qui sont extrêmement importants. Et dans le e-commerce, tous ces sujets sont extrêmement prégnants. Le deuxième axe, c'est nos clients, c'est-à-dire d'agir avec transparence et sincérité envers nos clients, leur permettre de leur donner tous les éléments qui leur permettent de prendre des décisions d'achat responsables, comme la complétude des fiches produits ou comme la mise en avant des labels qui accompagnent les produits, comme le label Ecotex qui prouve qu'un produit ne contient aucune substance nocive pour la santé. C'est vrai pour le linge de bébé, sur le linge de maison, c'est très important. Ça, c'est le deuxième axe. Le troisième axe, et qui est très important pour la Redoute, c'est son rôle sur le territoire. Depuis toujours, la Redoute soutient son territoire, le territoire de Roubaix, où nous sommes encore installés dans les locaux historiques. Et nous avons tout un programme d'accompagnement vis-à-vis des écoles, des universités, vis-à-vis des start-up et des entreprises du territoire, mais également vis-à-vis des associations. Nous avons des partenariats très historiques avec le Secours populaire, avec la Fondation des Possibles. Nous avons notre propre association Solidarité qui revend des invendus au bénéfice d'actions d'insertion professionnelle. Et puis nous avons un partenariat avec l'association Solfa qui accompagne les femmes victimes de violences conjugales. Et le quatrième axe que nous menons, c'est un axe évidemment interne. Depuis longtemps, la Redoute est une aventure humaine et une aventure entrepreneuriale. Nous sommes des commerçants, des entrepreneurs, et nous voulons donner justement à nos collaborateurs le sens, l'esprit, les valeurs de l'entrepreneuriat responsable. Et nous y viendrons peut-être plus tard, mais à la Redoute, la RSE est vraiment ancrée durablement depuis longtemps dans les métiers. Justement, alors là, Jean-Philippe Slovès vient de parler des piliers RSE de la Redoute. Moi, je suis allée regarder les vôtres chez Manutan. Alors, j'ai lu « Limiter les émissions carbone, encourager la consommation responsable, accompagner le développement de chacun, favoriser l'inclusion ». Et je me suis dit, il y a quand même beaucoup de RH là-dedans. Donc finalement, est-ce que le directeur RSE n'est pas aussi un peu le DRH ? C'est vrai qu'il y a beaucoup de RH, mais aussi parce que si on veut que, au-delà en fait des aspects du développement personnel ou de l'inclusion, si on veut que ce soit porté par toute l'entreprise, il faut aussi former, embarquer et faire en sorte que tout le monde s'approprie finalement ces thématiques. Plutôt que de formation, moi je préfère parler d'appropriation parce qu'il faut que ce soit vécu en fait par chacun. Donc oui, la RH a un rôle primordial à jouer. Et sur les 2 thématiques qui sont le développement des personnes et l'inclusion,
évidemment, ça rentre dans une politique RH ou dans une stratégie RH. Donc, c'est des piliers qui vont venir nourrir cette stratégie-là. Mais après, encore une fois, il faut que ce soit vraiment porté par chacun. Si les managers et les individus. Si on prend la thématique de l'inclusion, par exemple, ça ne peut pas se faire si on ne transforme pas nos façons de voir et nos façons de juger, entre guillemets. Parce que si on a envie de développer le travail de personnes en situation de handicap, par exemple, ça nécessite d'accepter un certain nombre de choses qu'on n'accepte peut-être pas naturellement, mais qui, au final, va s'avérer extrêmement positif dans la culture de l'entreprise dans le cadre de la bienveillance, de l'acceptation des différences, et qui vont vraiment porter, du coup, l'entreprise à un autre niveau. Et puis, pour finir, par rapport à votre question, je trouve que ces thématiques-là, finalement, en tout cas chez nous, elles sont assez naturelles, parce que ça fait longtemps qu'on les pratique. En revanche, les autres piliers, les premiers que vous avez cités, qui sont sur l'empreinte carbone, notre impact sur le dérèglement climatique, au sens large du terme, et tout ce qui est offre, en fait, qualité de l'offre, offre responsable et économie circulaire. Vous ne l'avez pas cité, mais ça fait aussi partie des éléments hyper importants. Vous avez mis quelque chose en place, je crois, un site d'achat là-dessus, mais que comme l'a fait la Redoute avec la Reboucle il n'y a pas longtemps, je pense que vous êtes un peu dans la même démarche. Alors, je dirais que la Redoute est probablement plus avancée que Manutan sur le sujet. Néanmoins, on travaille beaucoup là-dessus. On a dédié en fait une équipe maintenant sur ce thème-là. La difficulté qu'on a sur l'offre responsable, c'est que on distribue des centaines de milliers de produits qui viennent de milliers de fournisseurs différents, et que c'est un énorme boulot en fait de dire c'est quoi une offre responsable, comment je caractérise mes produits, qu'est-ce que je vais écrire sur mon site internet pour dire c'est un produit responsable ou pas. Donc ça nécessite un travail de fond vraiment très important. Et donc, c'est des sujets qui nécessitent beaucoup plus de structure. Et donc, on commence avec ça et on commence avec des actions un peu plus peut-être faciles à mettre en place. On est en train de monter un partenariat avec Valdelia, qui est un organisme qui fait de l'économie circulaire et qui nous permet en fait de monter une offre de services pour nos clients où dès qu'on fait de l'installation de mobilier dans leur bureau, on leur donne la possibilité en fait de récupérer l'ancien avec un engagement soit de remise dans le circuit, soit de recyclage ou même d'upcycling parfois si c'est en bon état pour refaire en fait du mobilier. Voilà. Sophie Chambon, Julie disait il faut embarquer toute l'entreprise et je pense que là-dessus, effectivement, il faut que ce soit un projet commun. Alors, comment est-ce qu'on embarque la ligne managériale ? Est-ce qu'il faut des formations spécifiques pour les aider à peut-être penser un peu différemment ? Je pense qu'il faut les acculturer réellement. D'après mon expérience et ce que je constate quand j'échange autour de moi, c'est que beaucoup de personnes voient ce sujet proches d'eux, mais n'en comprennent pas les impacts sur leur métier. Et c'est ça qui fait la différence. Quand on parle à un directeur financier, parfois, ou à un directeur de la stratégie, en fait, très vite, le développement durable est perçu comme étant un peu la cerise sur le gâteau. Bon, on voit bien qu'il y a une tendance, mais voilà, quelque chose qui est là, dont il faut tenir compte. Et souvent, l'erreur des directions RSE, ça a été de pousser des sujets, donc le fameux reporting, pousser un certain nombre d'actions, mais sans que ça se croise avec les besoins des métiers. Quand vous parlez au directeur administratif et financier et que vous lui expliquez que, évidemment, avec des scénarios, avec des exemples concrets, qu'une non prise en compte de la trajectoire zéro émission nette dans son modèle va finir très rapidement à impacter ses actifs. Quand vous lui expliquez, et qu'évidemment on risque de dévaloriser la valeur de l'entreprise, quand vous lui expliquez qu'en intégrant des critères RSE dans sa façon de gérer le modèle économique de l'entreprise, il aura plus facilement accès à certains capitaux, eh bien, là, vous parlez son langage. Et la direction RSE, son rôle, c'est de parler le langage des métiers pour bien comprendre leurs enjeux et y répondre dans un cadre qui a été élaboré, donc qui fait partie de la stratégie. Je voudrais juste revenir sur un point que vous avez évoqué. En fait, je pense qu'il n'y a pas une RSE. Chaque entreprise a une RSE qui a sa couleur. Parfois, ça sera plus social, parfois plus environnemental, parfois il faudra donner davantage de poids à la gouvernance. En tout cas,
il y aura tous ces sujets qui devront être abordés nécessairement, mais peut-être que le curseur, à un moment donné, devra être davantage sur un sujet qu'un autre. Bon, il s'avère que, on le voit, mais peut-être que ça sera une de vos questions, que la question de l'épidémie a remis vraiment en avant la question du social et la question de la transition écologique. Et voilà. Mais voilà, en tout cas, il faut mobiliser et former sans doute, alors peut-être acculturer les managers aux vrais enjeux de la RSE pour l'entreprise. Oui, justement, ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Philippe Slovet, est-ce que vos métiers, finalement, à la Redoute, ont intégré ça? Et est-ce que c'est un facteur d'attractivité aujourd'hui pour la jeune génération qui est peut-être un petit peu plus regardante de ce côté-là? C'est incontestablement un facteur d'attractivité. Les candidats que nous recevons viennent à la Redoute pour vivre une aventure entrepreneuriale, mais le mot responsable a un fort écho dans leur esprit et c'est un critère de choix, indéniablement. Et pour juste compléter ce que vous disiez, à la Redoute, nous, on a finalement une double approche. C'est-à-dire que les objectifs RSE et la politique RSE est appropriée et managée par les membres du comité exécutif, chacun dans son domaine, et par leurs équipes. Et en même temps, nous acculturons les équipes en permanence à travers des opérations tout au long de l'année. Nous avons une semaine dédiée à la RSE, nous avons une semaine dédiée au recyclage, nous avons une opération autour du World Cleanup Day, nous avon des opérations de la journée des droits de la femme. On essaie d'avoir une année qui est orchestrée et émaillée d'événements RSE pour continuer à animer les équipes sur un certain nombre de sujets qui dépassent leurs objectifs propres dans leur métier RSE, puisque les métiers, on a, nous, des ambitions extrêmement très concrètes avec des objectifs calés sur le temps pour avoir, par exemple, une offre responsable 100% 2025. Ça veut dire que nous avons fait des paliers. Nous en sommes à 50% sur le prêt-à-porter et à 40% sur la décoration maison. On sera en 2025 à 100% de produits responsables. Et comme vous le disiez, nous affichons ce que veut dire à la Redoute un produit responsable. Nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle le groupe Galeries Lafayette et qui a son propre mouvement, le mouvement Go for Good, qui reprend une partie de nos critères. Sur l'aspect commerce, alors on parlait de l'économie circulaire, je voulais juste rappeler qu'on a lancé une grande consultation citoyenne au mois de septembre avec le groupe Galeries Lafayette, avec le groupe ETAM, avec le groupe ERAM, avec Petit Bateau. Nous avons eu plus de 100 000 participants à cette consultation citoyenne sur la mode responsable. Il n'y a jamais eu autant de participation à une consultation citoyenne. Il y a eu plus de 5 000 propositions, plus de 500 000 votes. Et le sujet qui vient en tête des préoccupations donc des citoyens consommateurs, c'est la seconde main, c'est le recyclage. Et donc, c'est typiquement un sujet que l'on a vu aussi émerger pendant la période de Covid, de 2020. Et c'est la raison pour laquelle le dossier, le projet La Reboucle, qui était là, bien s'est trouvé accéléré et nous l'avons lancé très rapidement. Alors, on parle souvent de toutes ces thématiques-là en ce moment, et c'est vrai que l'important aussi, je le vois bien à chaque fois du côté des chefs d'entreprise, c'est de mesurer l'impact une fois qu'on a lancé une politique quelle qu'elle soit. Julie, comment est-ce que vous, chez Manutan, vous mesurez l'impact et comment ne pas perdre de vue aussi, on parlait d'entreprises responsables et rentables pour la Redoute tout à l'heure, ne pas perdre de vue cet objectif de rentabilité? Il y a plusieurs niveaux à la réponse par rapport à cette question de rentabilité. En fait, une politique RSE, elle est efficace et elle marche si elle contribue à la rentabilité de l'entreprise. Et c'est le cercle vertueux de je suis rentable, du coup je peux investir dans ma volonté d'être RSE et donc du coup ça nourrit aussi la satisfaction et la fidélité client qui va aussi trouver dans l'offre quelque chose qui lui correspond parce que nos clients, ils ont eux aussi leurs ambitions RSE et ils ont eux aussi des critères sur lesquels ils vont être évalués en fonction sur leurs achats responsables. Donc tout ça, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Et donc, en principe, si on le fait bien, la profitabilité de l'entreprise doit s'améliorer. Après, il y a les éléments de mesure qui vont être propres aux actions qu'on va mettre en place dans ce cadre-là. Nous, depuis maintenant 5 ans, on mesure ce qu'on appelle le With Love Employee, qui est en fait l'engagement de nos collaborateurs, grâce à l'enquête Great Place to Work. Pour nous, c'est un élément de mesure important parce que
ça prouve que si on a une bonne évaluation, ça prouve que nos équipes ressentent en fait les efforts qui sont faits d'un point de vue social, sociétal, développement, inclusion, etc. Et du coup, ils considèrent que Manutan est une entreprise où il fait bon travailler. Après, si on prend chacun des critères, on peut avoir des éléments de mesure sur chacun d'entre eux. Typiquement, sur le climat, c'est l'empreinte carbone. L'empreinte carbone, elle se mesure. On peut la réduire en envoyant des camions électriques plutôt que d'envoyer des camions carbone. Mais on peut aussi compenser quand on a des activités comme les nôtres qui ont une empreinte carbone. Je pense que c'est pas réaliste de se dire qu'on n'émettra plus. Donc il y a aussi cette compensation-là qu'on peut mesurer. Voilà pour prendre quelques exemples, mais tout ça, à mon avis, comme ça a été dit tout à l'heure, ça fait partie d'un plan global et que les mesures de performance de l'entreprise prennent en compte les mesures de performance RSE qui vont venir contribuer en fait à la performance globale. Est-ce qu'il faut nécessairement, Sophie Chambon, définir une raison d'être au préalable, ou finalement est-ce que les choses ne sont pas nécessairement liées? On peut évidemment rédiger une raison d'être. Je pense que ça peut donner une impulsion, ça peut fédérer les équipes, parce qu'en plus tout le processus d'élaboration de la raison d'être est un processus consultatif. Donc ça peut mettre évidemment l'entreprise dans une véritable dynamique, et ça remet aussi l'entreprise dans une réflexion sur son utilité, sa mission profonde. Donc ça peut permettre de remettre les cartes sur la table et se reposer les bonnes questions à un instant T. C'est pas la raison d'être qui va changer l'entreprise. C'est ce qu'on met dans cette raison d'être et la volonté qu'on a de construire quelque chose au-delà de cette raison d'être. Après, on peut même aller jusqu'à l'entreprise à mission. Mais on peut très bien être une entreprise exemplaire sans avoir de raison d'être et sans être une entreprise à mission. Tout dépend comment c'est incarné par le management de l'entreprise, par les employés. Voilà. Et ce qu'on veut faire de l'entreprise. Est-ce que, justement, vous envisagez d'aller comme ça jusqu'à l'entreprise à mission à la Redoute? Écoutez, déjà, pour revenir sur la question, je crois que c'est un peu la poule et l'œuf, en fait. C'est ça. À la Redoute, nous avions une mission, j'allais dire, historique, qui est d'embellir la vie des familles. Elle est toujours plus vraie, encore plus vraie dans le contexte actuel que nous connaissons. Et pour autant, nous avons depuis longtemps mener notre politique et développer notre politique RSE en parallèle et de manière tout à fait complémentaire. Après, je pense que la loi Pacte, qui a été votée, je crois, c'était en 2018, ouvre une opportunité intéressante qui consiste à intégrer dans ses statuts les objectifs RSE de l'entreprise. Pour la Redoute, je pense qu'on n'en est pas là. On a au contraire une volonté d'avancer à pas de géant sur notre politique RSE avec des ambitions récemment annoncées comme donc 100% de nos produits responsables. Et c'est important parce que la Redoute, c'est 70% de son offre avec ses propres produits. Donc nous avons un levier direct sur 70% quand même. Ce sont nous, voilà. Donc on va avoir 100% de produits responsables sur ces 70% en 2025. En 2030, on sera zéro plastique à usage unique. Et Dieu sait si, dans notre métier du e-commerce, le plastique est important sur l'emballage et sur l'expédition. Ouais, je pense que Julie, vous devez vous retrouver là-dedans. Et enfin, on sera carbone neutre, effectivement, en 2030. Et comme vous l'avez dit, on ne peut pas être à 100%. On sera, en 2025, on réduira de 30% nos émissions carbone et de 50% en 2030 pour compenser, effectivement, le reste. Donc des ambitions extrêmement volontaristes et avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'on pense que sans les entreprises et sans leur engagement réaliste et affiché, je veux dire que nous faisons partie du Global Compact et nous, tous les ans, nous affichons nos objectifs, nos progrès, comment nous avançons, parce que c'est l'engagement que l'on prend dans le cadre des objectifs de l'ONU pour déclarer au grand public, à toutes les parties prenantes, comment nous avançons sur nos objectifs. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Merci beaucoup Jean-Philippe Slovès, directeur communication corporate et RSE à la Redoute. Julie Dangtran, directrice générale de Manutan France et partenaire de cette émission. Et Sophie Chambon, fondatrice de Terra Matters Consulting et déléguée générale de Chapter Zero France. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouveau numéro de Smart at Work.